réveillon de Noël, ma famille m'a traité de mère célibataire indigne. Mon père m'a mise à la porte en hurlant « Dégage !» J'ai juste dit « D'accord » et je suis partie sans un bruit, tenant la main de ma fille de 4 ans. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils venaient de chasser la personne qui finançait leur vie de luxe depuis 5 ans. Ils ne savaient pas qu'ils vivaient grâce à mon empire de 45 millions d'euros. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette nuit glaciale de décembre, il faut remonter à un appel téléphonique, 3 semaines plus tôt. J'étais dans mon bureau à Lyon, un open space minimaliste au dernier étage d'une tour surplombant la Saône. Je m'appelle Aurore, j'ai 32 ans, et je suis la fondatrice de Logivation, une société d'IA spécialisée dans l'optimisation logistique. Un nom ennuyeux pour une entreprise qui vaut 45 millions d'euros. C'est mon secret. Pour ma famille, je suis juste Aurore, la mère célibataire un peu perdue, qui fait un petit truc sur les ordinateurs. Mon téléphone a vibré. Maman. Mon estomac s'est noué. Je n'étais pas rentrée à Tours, ma ville natale, depuis près de 2 ans. La dernière fois, c'était pour un baptême qui avait viré au tribunal populaire sur mes choix de vie, mon divorce étant le sujet principal. J'ai décroché. Allô, maman? Aurore, ma chérie. Comment vas-tu? Sa voix était faussement enjouée. J'appelle pour Noël. J'aimerais tellement que tu viennes cette année. Avec la petite Léa, bien sûr. Vous nous manquez. J'ai regardé ma fille, Léa, 4 ans, qui dessinait un château sur un tableau blanc dans mon bureau. Elle était toute ma vie. Mais j'hésitais. J'avais peur. Pas peur pour ma sécurité physique, mais peur de cette douleur sourde, celle de ne jamais être assez bien. Dans ma famille, les rôles étaient distribués. Mon frère aîné, Bastien, était le prodige, celui qui avait un vrai poste de direction, il gérait un grand magasin d'électronique. Ma sœur, Corinne, était la princesse, une influenceuse locale mariée à un homme riche. Et moi? J'étais l'intello, celle qui avait fait des études compliquées, qui avait divorcé, et qui, selon eux, peinait à joindre les deux bouts. Ce qu'ils ignoraient, c'est que 5 ans auparavant, lorsque mon père, Hervé, avait été licencié de son poste de cadre moyen, j'avais pris les choses en main. J'avais créé un compte bancaire sous le nom de Fonds fiduciaire Chevalier. Chaque mois, 5 000 € étaient virés à mes parents, et 3 000 € à Bastien et Corinne pour les aider à démarrer. Ils croyaient que c'était un vieil héritage lointain. J'avais fait ça pour protéger l'ego de mon père, cet homme fier qui n'aurait jamais accepté la charité de sa fille, ratée. Ironiquement, ma plus grande réussite professionnelle n'était pas Logivation. C'était ce mensonge. Ce mensonge qui leur permettait de vivre dans le luxe tout en continuant à me mépriser. Je ne sais pas, maman. Oh, allez, Aurore. C'est Noël. Ton père serait si content. Mon cœur s'est serré. Le mot magique. Ton père. L'homme dont j'avais cherché l'approbation toute ma vie. Cet homme qui ne m'avait jamais regardé qu'avec une pointe de déception. Avant que je vous raconte en détail comment ce dîner de Noël a tourné au cauchemar, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quel coin de France, ou peut-être du monde, vous suivez mon histoire. Quelle heure est-il chez vous? J'adorerais créer ce lien avec vous. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de ce qui a changé ma vie à jamais. J'ai regardé Léa, qui avait abandonné son château pour dessiner un bonhomme de neige. Elle aimerait voir ses grands-parents, ai-je pensé. D'accord, maman, ai-je soupiré, la boule au ventre déjà bien installée. Nous viendrons. Une décision qui allait faire exploser 5 ans de secrets et 32 ans de blessures refoulées. Dès que j'ai raccroché, j'ai appelé Manon. C'est ma meilleure amie, ma partenaire de galère de l'école d'ingénieur, et la seule personne au monde, en dehors de mon avocat, à connaître l'étendue de ma fortune et le secret du fonds Chevalier. Non. Ne me dis pas que tu y vas, fut sa première phrase. Elle a dit que papa serait content, et je murmurai, déjà honteuse de ma propre faiblesse. Manon a soupiré si fort que j'ai cru sentir le vent à travers le téléphone. Aurore, tu es la PDG d'une boîte qui pèse 45 millions d'euros. Tu gères 200 employés. Tu négocies des contrats avec des multinationales.
Mais dès que ta mère agite l'appât de l'approbation paternelle, tu redeviens cette gamine de 12 ans qui pleure dans sa chambre parce qu'elle n'a pas vu de « très bien en sport ». Elle avait raison. Terriblement raison. Le pire, c'est que je le savais. Je le fais pour Léa, ai-je tenté. Tu le fais pour toi, a-t-elle rétorqué, sans pitié mais avec justesse. Bon. Si tu y vas, promets-moi une chose. Tu n'es pas Aurore la fille. Tu es Aurore la PDG. C'est une réunion hostile. Mais ton armure. Mon armure. J'ai passé la semaine suivante à la préparer. D'abord, les cadeaux. C'était un véritable exercice de stratégie. Il fallait qu'il soit assez cher pour être apprécié, mais pas assez pour qu'il se pose des questions. Pour mon père, j'ai trouvé une montre vintage d'une marque réputée mais discrète, un modèle des années 70 qui coûtait une petite fortune, mais qui avait l'air déniché en brocante. Pour ma mère, un parfum de niche introuvable à Tours. Pour Bastien, un casque audio professionnel qu'il ne pouvait pas justifier d'acheter. Et pour Corinne, un coffret de soins d'une marque de luxe coréenne dont elle avait sûrement entendu parler sur Instagram, mais qui était hors de son budget. Ensuite, mon armure personnelle, mes vêtements. Je me suis souvenu d'un pack, il y a des années. J'étais fière, je venais de signer mon premier gros contrat. Je m'étais offert une robe d'un créateur connu. Corinne m'avait regardé de haut en bas et avait lâché devant tout le monde, « Tu as beau essayer, Aurore. On voit toujours que tu n'es pas à l'aise. L'argent ne peut pas acheter le style, ma pauvre. » J'avais passé le reste de la journée à me cacher dans la cuisine. Cette fois, pas d'erreur. J'ai sorti de mon dressing un simple jean brut, des bottines élégantes mais sobres, et un pull en cachemire couleur crème. L'ensemble coûtait probablement plus cher que la plupart des tenues de Corinne, mais il criait « simplicité ». C'était mon camouflage. Je ne voulais pas de compliments, mais je refusais de leur donner la moindre prise pour leurs critiques. La seule qui était vraiment excitée, c'était Léa. Je lui avais acheté une adorable robe en velours rouge. « Tu crois que papy Hervé aimera ma robe, maman ?» m'a-t-elle demandé en tournant sur elle-même. J'ai ravalé une boule d'amertume en pensant à toutes les fois où mon père avait critiqué mes bulletins de notes, mes choix d'amis, mes cheveux. Il va adorer, ma chérie. Tu es magnifique. Le 24 décembre au matin, nous avons pris le TGV de Lyon-Part-Dieu pour Tours. Le trajet durait un peu moins de 3 heures. Léa collait des gommettes sur la vitre, impatiente. Moi, j'avais l'impression d'avancer vers une exécution. Je n'allais pas là-bas pour une fête de famille. J'y allais comme on part au combat. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette bataille allait être la dernière. Nous sommes arrivés à la gare de Saint-Pierre-des-Corps vers 16 heures. J'avais loué une petite voiture discrète. En conduisant vers la maison de banlieue chic où j'avais grandi, chaque rue ravivait des souvenirs. La boulangerie où Bastien me volait mes pains au chocolat. Le parc où Corinne refusait de jouer avec moi parce que je salissais sa robe. Puis nous sommes arrivés. Le choc. La modeste maison de cadre moyen de mon enfance était méconnaissable. Une nouvelle aile avait été construite sur le côté. La façade avait été repeinte dans un gris anthracite très tendance. L'allée avait été refaite en pavé, et une Audi Q5 flambant neuve y était garée. Ma générosité anonyme était partout. C'était écœurant. J'ai sonné. Ma mère, Martine, a ouvert. Elle était parfaitement coiffée, portant un chemisier en soie que je savais hors de prix. « Aurore. Te voilà enfin. Et Léa. Mon Dieu, comme tu as grandi. » Son salut était enthousiaste, mais ses yeux étaient froids. Elle s'est penchée vers Léa, lui a fait une bise rapide sans vraiment la toucher, puis s'est redressée. « Entre, entre. Ton père est dans le salon. Il regarde le match. Tu sais comment il est. » J'ai fait entrer Léa. L'intérieur aussi avait été transformé. Cuisine ouverte, îlot central en marbre, un canapé d'angle en cuir immense. Mon père, Hervé, était affalé dedans, fixant un écran plat de 70 pouces. « Salut papa. » Il a grogné un « salut » sans tourner la tête. Léa s'est cachée derrière ma jambe. « Papa, je te présente Léa. » Il a jeté un regard rapide par-dessus son épaule. « Ouais.
Salut. Puis il s'est reconcentré sur le match. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Non pas de tristesse. De rage. J'avais payé pour cet écran. Maman, où est-ce qu'on s'installe? Ah, dit-elle, soudain gênée. On a transformé ta chambre en bureau pour ton père. Et la chambre d'amis? Corinne y a mis des affaires. Mais ne t'inquiète pas, on a mis un lit pliant dans l'ancien bureau. Vous serez très bien. L'ancien bureau, était la plus petite pièce de la maison, à peine 9 mètres carrés, qui servait maintenant de débarras. Des cartons s'empilaient contre les murs. Dans un coin, un lit de camp grinçant avait été déplié, avec 2 couvertures jetées dessus. Il n'y avait pas de place pour nous. Littéralement. C'est petit, maman, a murmuré Léa. C'est juste pour dormir, ma chérie, ai-je répondu, ma voix se brisant presque. J'ai posé nos valises, le cachemire de mon pull me semblant soudain rêche et inutile. Mon armure était déjà fissurée. Il ne nous avait même pas préparé une vraie chambre. Nous n'étions pas des invités. Nous étions un dérangement. Je me suis assise sur ce lit grinçant, serrant ma fille contre moi. J'entendais les rires de mon père devant la télé dans le salon payé par mes soins. Et pour la première fois, j'ai eu une pensée terrifiante, et s'il ne m'avait jamais aimé du tout? Et si j'avais passé ma vie à essayer d'acheter l'amour de gens qui en étaient tout simplement incapables? Après avoir tenté de rendre le débarras confortable, ce qui consistait surtout à pousser des cartons pour que Léa ne trébuche pas, nous sommes redescendus. L'ambiance avait changé. Bastien et Corinne étaient arrivés, et le niveau sonore avait doublé. Bastien, mon frère, m'a à peine serré la main. Tiens, Aurore. Ça faisait longtemps. Il portait une montre tape à accent grave l'œil et sentait l'après-rasage cher. Il s'est immédiatement tourné vers mon père pour débriefer le match. Corinne, ma sœur, m'a fait une bise en tendant la joue. Oh, Aurore. Quelle surprise. Maman m'avait dit, mais je n'y croyais pas. Elle m'a scanné de la tête aux pieds. Son regard s'est arrêté sur mon sac à main à un modèle de créateur, mais très discret, que j'avais oublié de changer. Oh, joli sac, dit-elle, son ton devenant mielleux. C'est une bonne imitation. Tu l'as trouvé où? Sur Vinted? Laisse-moi le prendre, je vais faire une petite story Instagram inspiration vintage. Ça fera bien. Elle a tendu la main pour le prendre, comme si c'était une évidence. J'ai figé. Le piège. Le piège parfait de Corinne. Si je disais non, j'étais une égoïste, une snob. Si je disais oui, j'acceptais l'insulte qu'il s'agissait d'un faux. Si je disais la vérité, il est vrai et il coûte 4000 €, j'étais une prétentieuse qui voulait se la raconter. J'ai resserré ma prise sur la lanière. J'ai pensé à Manon. Aurore la PDG. Désolée, Corinne, ai-je dit d'une voix neutre, en esquissant un sourire poli. Il y a les affaires de Léa dedans, je préfère le garder. Son visage s'est fermé. Elle a levé les yeux au ciel. Mon Dieu. Toujours aussi coincée. Pauvre, mais coincée. Ne change surtout pas. Elle a tourné les talons et s'est dirigée vers la cuisine, où ma mère préparait des toasts au foie gras. J'ai respiré un grand coup. Une victoire mineure, mais épuisante. Léa, sentant mon stress, s'est blottie contre moi. J'ai essayé de me rendre utile. Maman, je peux t'aider? Couper quelque chose? Non, non, ma chérie, a-t-elle répondu sans me regarder, concentrée sur ses canapés. Corinne s'en occupe. Va donc t'asseoir. Tu dois être fatiguée de ton voyage. Corinne m'a lancé un regard triomphant par-dessus l'épaule de ma mère. Le message était clair, tu n'as pas ta place ici. Je me suis donc assise sur le bord du canapé en cuir, que j'avais payé, à côté de mon père, qui m'ignorait, et de mon frère, qui débattait des mérites d'un nouveau téléphone. J'étais invisible. Moi et ma fille. Sérieusement, que feriez-vous à ma place? Quand chaque mot est un piège et chaque regard un jugement. Comment réagir face à une telle provocation passive-agressive sans envenimer la situation, surtout devant son enfant? Donnez-moi vos astuces dans les commentaires, car à ce moment-là, j'étais complètement démunie.
J'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. Je sentais la colère monter, une colère froide. Mais je la ravalais. Pour Léa. Je voulais juste que cette soirée se termine. Je serrais les poings si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. La soirée ne faisait que commencer, et j'étais déjà à bout de nerfs. Je n'avais aucune idée que le pire, le vrai coup de poignard, était sur le point d'arriver. 1 heure plus tard. L'odeur de la dinde farcie au marron commençait à embaumer la maison. Les invités, quelques amis des parents, aussi snobs que étaient arrivés. Les coupes de champagne, du bon, évidemment, circulaient. Léa commençait à fatiguer. Maman, j'ai envie de faire pipi. Viens, ma chérie. Je l'ai prise par la main et nous avons monté l'escalier. Le couloir à l'étage était silencieux, contrastant avec le brouhaha du salon. Pendant que Léa était aux toilettes, je l'attendais dehors. La porte de la chambre de mes parents, juste à côté, était entr'ouverte. J'ai entendu leur voix. Je n'ai pas voulu écouter, mais les mots ont filtré, clairs et nets. C'était mon père, Hervé, qui parlait. Sa voix était basse, agacée. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle tenait tant à venir. Elle nous fait honte, tu ne trouves pas? Elle a l'air fatiguée, mal habillée. Cette vie à Lyon ne lui réussit pas, mère célibataire, quelle tristesse. Je parie qu'elle est venue pour nous emprunter de l'argent pour les cadeaux de sa fille. Mon souffle s'est coupé. Emprunter de l'argent. Puis la voix de ma mère, Martine. Mais non, Hervé, sois gentil. C'est ta fille, après tout. Elle fait ce qu'elle peut, la pauvre. Mais tu as raison, heureusement qu'on n'a pas besoin d'elle. Heureusement que nous avons ce fonds chevalier. Sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait pour payer le traiteur. J'ai dit à Monique, son amie, que c'était grâce à ta prime exceptionnelle. Elle était verte de jalousie. Mon père a eu un petit rire satisfait. Tu as bien fait. Il faut bien qu'il comprenne qui commande ici. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ce n'était pas seulement du mépris. C'était pire. Ils utilisaient mon argent, l'argent que je leur donnais par amour, par pitié, par culpabilité, pour construire une façade. Une façade dans laquelle mon père était le patriarche qui réussissait, et moi, l'échec total. Mon argent servait à financer les mensonges qu'ils racontaient à leurs amis pour se valoriser, tout en me rabaissant moi, leur véritable bienfaitrice. La nausée m'a prise. Une vague de froid et de chaud. C'était donc ça. J'avais passé des nuits blanches à coder, j'avais sacrifié ma vie personnelle, j'avais construit un empire, pour qu'au final, mon père puisse s'attribuer le mérite de mon travail auprès de ses amis, tout en me traitant de tristesse. La porte des toilettes s'est ouverte. Léa est sortie, m'a pris la main. Ça va, maman? Tu es toute blanche. J'ai regardé ma fille, son visage innocent. Et j'ai su. J'ai su que c'était fini. Ça va, ma chérie, ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant qu'un souffle. Chaque mot que j'avais entendu était un clou dans le cercueil de mon amour filial. Mon envie de prendre Léa par la main, de descendre, de prendre nos manteaux et de partir était immense. Je savais que je devais le faire. Mais Léa m'a tiré la main. On va manger le gâteau, maman? J'ai faim. Et je l'ai suivie vers le salon, comme une automate. J'allais leur donner ce qu'ils voulaient. J'allais assister à leur mascarade. Mais ce serait la dernière fois. La salle à manger avait été redécorée. La vieille table en chêne de mon enfance avait disparu, remplacée par une immense table en verre design. Des chaises scandinaves. Au centre, un arrangement floral digne d'un mariage. L'argenterie brillait. Ma prison, payée par moi-même. Les cartons de placement étaient disposés. Bien sûr, Léa et moi étions tout au bout. Le coin des enfants, sauf que nous étions les seuls à y être. Loin de mon père, qui trônait à l'autre bout, et de ma mère, à sa droite. Bastien et Corinne, avec leurs conjoints respectifs, étaient au centre, riant fort. Mon père s'est levé, a tapoté sur son verre en cristal. Mes chers amis, ma chère famille. Quelle joie de vous avoir tous ici. Je voudrais lever mon verre. Je l'ai regardé,
le cœur battant à tout rompre, la conversation entendue dans le couloir résonnant dans ma tête. Je lève mon verre à la réussite, a-t-il dit, le torse bombé. Cette année a été exceptionnelle pour la famille Chevalier. Grâce à un travail acharné, à de la persévérance, nous avons été bénis. Il m'a jeté un regard rapide, au bout de la table. Nous pensons aussi à ceux qui ont moins de chance, bien sûr. Mais ce soir, nous célébrons notre succès. Notre succès. Son travail acharné. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. J'ai bu une gorgée, le regard fixé sur mon assiette. Le dîner a commencé. La dinde était délicieuse. Le vin, un Saint-Émilion grand cru, coulait à flots. Et le spectacle a continué. Bastien, mon fils, s'est exclamé mon père, raconte-leur pour ta promotion. Bastien s'est rengorgé. Oh, ce n'est pas grand-chose. La direction régionale. Ils ont vu mes chiffres, personne ne fait mieux. Grâce aux 3 000 € mensuels qui couvraient son loyer et lui permettaient de ne pas se soucier des fins de mois, oui. Et Corinne, a renchéri ma mère. Notre star d'Instagram. Parle-leur de ton voyage à Dubaï. Oh, c'était divin, a-t-elle roucoulé. Les hôtels, le shopping. On envisage d'y retourner au printemps. Il faut bien se récompenser quand on travaille dur. Son travail, consistant à poster des photos des cadeaux que son mari lui offrait, cadeaux financés en partie par mes 3 000 €. Il se gavait. Il se vantait. Il se célébrait, tous financés par l'échec, assis au bout de la table. J'ai essayé de couper la dinde de Léa en petits morceaux, mes mains tremblant légèrement. Léa était la seule personne innocente dans cette pièce. Elle mangeait sagement, intimidée par le bruit et les adultes. Personne ne m'a adressé la parole pendant 30 minutes. Je n'étais qu'un accessoire, une présence fantôme nécessaire pour compléter le tableau de la famille réunie. Et puis, ma mère s'est tournée vers moi. Le silence s'est fait soudainement. Et toi, Aurore? Son ton était mielleux, faussement compatissant. Ton petit travail sur ordinateur, ça va toujours? Ça ne doit pas être facile tous les jours, hein, seul avec la petite. Je savais que le piège allait se refermer. Le spectacle n'était pas terminé. Le plat principal de la soirée, c'était moi. J'ai posé ma fourchette. Tous les regards étaient tournés vers moi. Le regard satisfait de Corinne. Le regard amusé de Bastien. Le regard condescendant de mon père. Mon travail se passe très bien, merci, maman, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. L'ogivation se développe à l'international. Logis quoi, a ricané Bastien. Ça sonne comme un nom de médicament. Écoute, Aurore, sans rancune. Il s'est tourné vers les invités. J'ai même essayé de lui trouver une place. Une vraie place. Vendeuse dans mon magasin. Un bon poste, avec des commissions. Mais elle est trop fière. Elle préfère rester sur son ordinateur, point. C'était un mensonge. Un mensonge pur et simple. Il ne m'avait jamais rien proposé. Il disait cela uniquement pour m'humilier, pour me faire passer pour une idiote arrogante devant tout le monde. Ce n'est pas vrai, ai-je commencé, le sang me montant au visage. Tu ne m'as jamais. Oh, ne t'inquiète pas, m'a coupé Corinne. On comprend. C'est difficile d'admettre qu'on a besoin d'aide. Surtout après un divorce. Ça doit être dur pour Léa. Les enfants de foyer brisés, tu sais, ils ont souvent des problèmes de développement. Léa va très bien, ai-je dit, ma voix devenant tranchante. Tu es sûre, a insisté Corinne. Elle est très silencieuse. Et elle est petite pour son âge, non? La tension était palpable. Léa, qui avait 4 ans et comprenait tout, a senti que l'on parlait d'elle. Elle a regardé Corinne, puis moi. Ses petits doigts tremblaient. Et c'est là que c'est arrivé. En voulant attraper son verre, sa main a heurté le pied du verre à vin à côté d'elle. Le verre de jus de pomme s'est renversé. Un petit filet de liquide ambré qui s'est écoulé sur la nappe en lin immaculé. Un silence de mort. Léa a figé, les yeux écarquillés par la terreur. Pardon, maman? Avant que je ne puisse dire un mot, avant que je ne puisse la rassurer,
le poing de mon père s'est abattu sur la table. Boum! La vaisselle a tremblé. Léa a sursauté, poussant un cri de peur. Non mais c'est Diavapa, a hurlé mon père, son visage devenant instantanément rouge brique. Regarde ce que tu as fait, espèce de maladroite. Cette nappe a coûté 300 €. Importée d'Italie. Léa a éclaté en sanglots. Des larmes de pure terreur. Et là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus la fille déçue qui parlait. Ce n'était plus l'employé du mois. C'était la mère. Je me suis levée d'un bond, faisant basculer ma chaise. C'est dit, a suffi, ai-je crié, d'une voix que je ne me connaissais pas. Tous les regards se sont tournés vers moi, stupéfaits. On ne répondait jamais à Hervé. C'est une enfant de 4 ans, ai-je continué, ma voix tremblant de fureur. Ce n'est qu'une nappe. Tu n'as pas le droit de lui hurler dessus comme ça. J'ai pris Léa dans mes bras, la serrant contre moi pendant qu'elle sanglotait. Mon père s'est levé à son tour, menaçant. Tu oses me parler sur ce ton? Dans ma maison? Dans ta maison, ai-je répété. Je l'ai regardé, cet homme qui terrorisait ma fille. Et je n'ai plus vu mon père. Je n'ai plus vu le papy Hervé que Léa aurait dû avoir. J'ai vu un tyran. Un tyran pathétique, financé par sa victime. Et la PDG en moi, celle qui gérait des crises et des investisseurs hostiles, a pris le dessus sur la petite fille terrifiée. Nous allons avoir une conversation, papa, ai-je dit, ma voix soudainement calme. Glaciale. Mais d'abord, tu vas t'excuser auprès de ma fille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? S'excuser? Le mot semblait ne pas exister dans le vocabulaire de mon père. Il a eu un rire sec, un rire plein de mépris. M'excuser? Mais tu te prends pour qui? C'est toi qui devrais t'excuser. D'élever une enfant sans discipline, de venir ici te plaindre. Me plaindre, ai-je répété. Oui. Tu oses me donner des leçons? Il a pointé un doigt accusateur vers moi. Regarde-toi. Mère célibataire, sans le sou, obligée de revenir chez tes parents pour Noël. Tu es un échec, Aurore. Un échec total. Un échec. Ce fut le mot de trop. Le mot qui a tout fait basculer. Toute la colère, toute la rage, toute la douleur des 30 dernières années se sont évaporées. À la place, il n'y avait qu'un calme immense. Un calme froid. J'ai souri. Un petit sourire triste, presque amusé. Léa s'était calmée dans mes bras, mais elle me regardait, effrayée par ce silence. Un échec, ai-je répété doucement. Vraiment, papa? J'ai regardé ma mère, qui semblait pétrifiée. J'ai regardé Bastien et Corinne, qui savouraient le spectacle. C'est drôle que tu dises ça, ai-je continué, ma voix portant dans le silence de mort. Parce que cet échec est assez réussi pour payer cette nappe à 300 €. Et cette table. Et ce champagne. Et cet Audi dans l'allée. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Parlons de ce fonds fiduciaire chevalier, ai-je dit. Le visage de ma mère est devenu livide. Ce fonds qui vous verse 5 000 € par mois depuis 5 ans. Cet héritage qui vous permet de jouer les nouveaux riches. Bastien a éclaté de rire. Un rire nerveux. Mais elle est complètement folle. Elle divague. Non, ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux. Je ne divague pas, Bastien. Corinne. Vous aussi, vous recevez 3 000 € par mois, n'est-ce pas? Pour vous aider, point. Leurs sourires se sont figés. Il n'y a pas de fonds, ai-je annoncé à la table stupéfaite. Il n'y a jamais eu de fonds. Il n'y a pas d'héritage. Alors, d'où vient l'argent? A murmuré ma mère, la voix tremblante. J'ai pris une grande inspiration. J'ai regardé mon père, cet homme qui m'avait traité d'échec. De moi. Le silence était total. On aurait pu entendre une épingle tomber. C'est moi, ai-je répété. C'est moi qui vous envoie cet argent. Tous les mois. Depuis 5 ans.
Depuis que papa a perdu son travail. Toi, a ricané Bastien. Mais tu es ruiné. Tu es. J'ai terminé sa phrase pour lui. Je suis quoi? Une mère célibataire qui fait un petit truc sur ordinateur? Mon petit truc, Bastien, s'appelle l'ogivation. C'est ma société. Et elle vient d'être évaluée à 45 millions d'euros. Je n'ai pas crié. Je l'ai dit. Simplement. Un fait. J'ai regardé leur visage passer de l'incrédulité, au choc, puis à la panique. Corinne a porté la main à sa bouche. Bastien était blanc comme un linge. Et mon père. Le visage de mon père a pris une teinte que je ne lui connaissais pas. Un violet presque noir. Il tremblait. Mais ce n'était pas de honte. Je l'ai compris instantanément. C'était de rage. Menteuse, a-t-il sifflé. Mais ses yeux disaient qu'il savait que je disais la vérité. Tu as fait ça, a-t-il bégayé, non pas en demandant pardon, mais en m'accusant. Tu as osé, nous mentir? Te faire passer pour une pauvresse? Tu as fait ça, pour nous humilier. Pour faire de moi un imbécile dans ma propre maison. J'ai regardé cet homme, et le dernier lambeau d'espoir, le dernier reste d'amour que j'avais pour lui, s'est désintégré. Je l'ai compris à cet instant. Il n'avait pas honte d'avoir accepté mon argent. Il n'avait pas honte de m'avoir traité d'échec alors que je le finançais. Il avait honte d'avoir été découvert. Son orgueil, son ego monstrueux, était la seule chose qui comptait. Plus que la vérité. Plus que sa fille. Plus que sa petite fille qui pleurait dans mes bras. Je n'ai pas fait ça pour t'humilier, papa, ai-je dit, ma voix lasse. J'ai fait ça parce que je savais que ton orgueil ne te permettrait jamais d'accepter mon aide. Mon orgueil, a-t-il tonné. Tu parles de mon orgueil? Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je n'ai pas besoin de ton argent sale. Dans ce cas, ai-je dit calmement, tu seras ravi d'apprendre que c'est terminé. Dehors, a-t-il hurlé, le visage déformé par la fureur. Il a pointé la porte d'entrée. Je ne veux pas de ta pitié. Je ne veux plus jamais te voir. Dégage. Sors de ma maison. Dégage. Les invités étaient pétrifiés. Ma mère pleurait en silence. Bastien et Corinne me regardaient avec un mélange de haine et de panique, la panique de voir leur source de revenus disparaître. D'accord, papa. Ces deux mots. Si simple. Si définitif. Tenant toujours Léa serrée contre moi, je me suis retournée. Je n'ai pas pris mon sac à main. Je n'ai pas pris nos manteaux. J'ai juste marché. Je suis passée devant la table somptueuse. Je suis passée devant l'arbre de Noël scintillant, sous lequel attendaient les cadeaux que j'avais mis tant de soin à choisir. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air glacial de décembre m'a fouetté le visage. Maman, il fait froid, a murmuré Léa contre mon cou. Je sais, ma chérie. On s'en va. J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement. J'ai laissé derrière moi ma famille. J'ai laissé 32 ans d'une vie passée à chercher une approbation qui n'existait pas. Je me suis retrouvée sur le trottoir, dans la nuit noire, en pull, avec ma fille en robe de velours dans les bras. J'étais libre. Et j'étais terrifiée. Nous sommes restés assises dans la voiture de location pendant peut-être 10 minutes. Le silence. Je tremblais, de froid et de choc. Léa s'était rendormie, épuisée par les larmes. J'ai mis le chauffage à fond. J'ai regardé la maison. Les lumières étaient toujours allumées. La fête continuait-elle? Ou était-il en train de s'entre-déchirer? Je m'en fichais. J'ai démarré la voiture. J'ai conduit. J'ai quitté Tours. J'ai pris l'autoroute à 85, puis la 71. Direction, Lyon. 4 heures de route. Il était passé minuit. La nuit de Noël. L'autoroute était déserte. Il s'est mis à pleuvoir, une pluie glaciale qui cinglait le pare-brise. Je n'ai pas allumé la radio. Le seul bruit était le moteur et les essuie-glaces. Je ne pensais à rien. J'étais en mode pilote automatique. Mon cerveau de PDG avait pris le relais.
Phase 1, extraction. Phase 2, sécurisation de l'actif, Léa. Phase 3, analyse de la situation. Je suis arrivée à Lyon à 4 heures du matin. Mon appartement Pentouze, au sommet de la tour, était silencieux et sombre. J'ai porté Léa, endormie, jusqu'à sa chambre. Je l'ai bordée sous sa couette. Puis je suis allée dans la cuisine. J'ai fait chauffer de l'eau. J'ai regardé les lumières de la ville en contrebas. C'était si différent du débarras où l'on m'avait installé. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon véritable outil de travail. Mon véritable foyer. Je me suis connectée à mon compte bancaire professionnel. J'ai ouvert l'onglet « Virements ». Ils étaient là. Programmés pour le 1er janvier. Virements automatiques. Bénéficiaires, Hervé et Martine Chevalier. Montant, 5 000 €. Bénéficiaire, Bastien Chevalier. Montant, 3 000 €. Bénéficiaire, Corinne Dubois, née Chevalier. Montant, 3 000 €. Ma main tremblait sur la souris. Ce n'était pas un acte de colère. Ce n'était pas une vengeance. C'était une nécessité. C'était couper le cordon ombilical. C'était un acte de survie. Je pleurais. Pas pour eux. Je ne pleurais pas pour ces gens ingrats. Je pleurais pour la petite fille en moi. La petite Aurore qui voulait juste que son papa lui dise « Je suis fière de toi ». Cette petite fille venait de comprendre qu'elle n'entendrait jamais ces mots. Cette petite fille venait de devenir orpheline. J'ai approché le curseur du bouton « Annuler ». C'était le clic le plus difficile de ma vie. Mais aussi le plus nécessaire. Avez-vous déjà dû prendre une décision aussi radicale, couper les ponts avec quelqu'un que vous aimiez, pour sauver votre propre santé mentale? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que ce clic, il a tout changé. Clic annuler. Clic annuler. Clic annuler. C'était fait. À 7 heures du matin, j'ai appelé mon avocat sur sa ligne d'urgence. Marshall. Joyeux Noël. J'ai un problème. Je lui ai tout raconté. Il m'a assuré que j'étais parfaitement dans mon droit. À 8 heures du matin, j'ai réservé 2 billets d'avion en première classe sur le premier vol Lyon-Nice. À 8h05, j'ai loué une villa à Saint-Tropez. Pas un hôtel. Une villa privée avec piscine et vue sur la mer. Pour une durée indéterminée. J'ai regardé le soleil se lever sur Lyon. C'était le premier jour de ma nouvelle vie. Une vie sans eux. 6 semaines plus tard. Le soleil de février sur la Côte d'Azur était doux. Nous étions à Saint-Tropez. La villa était magnifique, isolée, surplombant la plage de Pamplonne, déserte en cette saison. Léa et moi passions nos journées à construire des châteaux de sable. Elle avait presque oublié la nuit de Noël. Les enfants ont cette capacité de guérison incroyable. Moi, je guérissais plus lentement. J'avais reçu une avalanche de mails et de messages vocaux haineux de la part de Bastien et Corinne. Tu nous ruines, comment oses-tu? Puis des messages de ma mère, pleurnichard. Aurore, ton père est malade, tu ne peux pas faire ça. J'avais tout transféré à mon avocat. Marshall m'a appelé une semaine plus tard. Bon. Ils ont essayé. Ils ont contacté un avocat pour rupture abusive de soutien financier. Je leur ai envoyé un relevé de vos virements volontaires et non contractuels, ainsi qu'une copie de vos déclarations de revenus. Ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance. L'avocat s'est désisté. Ils avaient essayé de me poursuivre. Après tout ça, ils avaient essayé de me poursuivre. La dernière trace d'affection que j'avais pour eux s'est transformée en poussière. Cette rage, je l'ai transformée. J'ai appelé mon équipe financière. Je veux créer une fondation. Je veux qu'elle s'appelle l'Aube de Léa. Nous allons financer des mères célibataires qui montent leur entreprise. Préparez-moi les statuts. Mon empire n'allait plus servir à financer des ingrats. Il allait servir à construire quelque chose de bien. Un après-midi, alors que je travaillais sur la terrasse face à la mer, j'ai reçu un email professionnel. Une demande de consultation de la part d'un certain Julien, le directeur technique, CTO, d'une grande société d'énergie renouvelable.
Nous avons organisé un appel vidéo. Je m'attendais à un homme austère en costume. J'ai vu un homme de mon âge, en sweat à capuche, avec des yeux brillants d'intelligence. L'appel aurait dû durer 30 minutes. Il a duré 2 heures. Nous avons parlé de mon algorithme, de ses défis en matière de réseau électrique, puis nous avons dévié sur l'éthique de l'IA, sur la difficulté de gérer des équipes, et sur la vie. Il m'a demandé pourquoi je travaillais depuis Saint-Tropez. J'ai hésité. Puis, j'ai dit la vérité. Je me remets d'une rupture familiale très compliquée. Il n'a pas posé de questions. Il a juste hoché la tête. J'espère que la mère vous aide. C'est le meilleur des thérapeutes. À la fin de l'appel, il a souri. Bon, en plus de vouloir signer un contrat avec Logivation, je dois avouer que je serais ravi de boire un café avec sa fondatrice. Si jamais vous revenez à Lyon. J'ai senti mes joues rougir. Peut-être, ai-je répondu. Quand j'ai raccroché, j'ai ri. Un vrai rire. Spontané. Je ne pensais pas en être encore capable. Peut-être que la vie me donnait une seconde chance. Mais je savais que le passé n'avait pas encore dit son dernier mot. 1 an a passé. 1 an de thérapie intensive pour moi. 1 an de croissance incroyable pour Logivation. 1 an de bonheur prudent avec Julien, qui s'était avéré être un homme aussi gentil qu'intelligent, et qui adorait Léa. Noël approchait. L'angoisse est revenue. J'ai décidé d'affronter mes démons. J'ai organisé le réveillon de Noël. Mais cette fois, selon mes règles. Dans ma villa à Saint-Tropez. Les invités, Manon et son fiancé. Julien. Et quelques amis chers. Ma vraie famille. Celle que j'avais choisie. Et puis, j'ai reçu une lettre. Une lettre manuscrite, postée de Tours. L'écriture tremblante de mon père. Ce n'était pas une lettre d'excuse. C'était une confession. Il m'écrivait que lorsque l'argent s'était arrêté, la panique avait saisi la famille. Corinne avait dû annuler son voyage à Dubaï. Bastien avait eu des problèmes avec sa banque. Mon père avait demandé de l'aide à Bastien, son fils prodige. Et Bastien lui avait ri au nez. Débrouille-toi, papa. J'ai mes propres problèmes. Cette trahison-là, celle de son fils favori, avait brisé mon père. Il avait fait une crise cardiaque quelques semaines plus tard. Une crise légère, mais qui l'avait forcé à réfléchir. Il écrivait qu'il était en thérapie. Qu'il avait compris. Pas tout. Mais il avait compris sa jalousie envers moi, sa peur de l'échec. Il ne demandait pas d'argent. Il ne demandait pas pardon. Il demandait s'il pouvait voir Léa. J'ai pleuré en lisant la lettre. J'ai appelé Julien. Nous avons parlé pendant des heures. Le 24 décembre, une voiture s'est garée devant la villa. Mes parents en sont sortis. Ils avaient l'air plus vieux. Plus simple. Ma mère portait un manteau ordinaire. Mon père marchait lentement. Ils n'étaient pas invités à la fête. Je les ai reçus dans l'après-midi. C'était gênant. Maladroit. Ma mère a pleuré en me voyant. Pardon, Aurore. Pour tout. Mon père, lui, m'a juste regardé. Ta maison est belle. Puis il a vu Léa, qui se cachait derrière Julien. Bonjour, Léa, a-t-il dit, la voix rauque. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas un conte de fées. La relation était brisée. Mais c'était un début. Ils sont repartis avant le dîner. Quant à Corinne et Bastien? Corinne avait tenté de me dénigrer sur les réseaux sociaux, mais l'histoire s'était retournée contre elle. Bastien, sans mon aide, faisait face à des difficultés financières sérieuses. Je n'avais plus de nouvelles. Ce soir-là, j'ai levé mon verre, entouré de gens qui m'aimaient pour qui j'étais. Manon, Julien, mes amis. À la famille, ai-je dit. Pas celle que le sang nous impose. Mais celle que l'on choisit. Celle basée sur le respect, le soutien, et l'amour inconditionnel. Léa, en robe de fête, a applaudi. Mon voyage a été long, douloureux, mais nécessaire. J'ai appris que l'argent peut racheter des maisons, des voitures, et même l'illusion d'une famille. Mais il ne peut pas acheter le respect.
Il ne peut pas acheter l'amour d'un père. J'ai dû perdre ma famille pour enfin me trouver moi-même. Et vous? Quelle est votre définition de la famille? Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles, ou même couper les ponts, pour protéger votre bien-être et celui de vos enfants? Partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires. Si mon histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de fermer une porte. Non pas par haine, mais par amour-propre. Parfois, il faut détruire son passé pour enfin pouvoir construire son avenir. Merci de m'avoir écouté.